Salut tout le monde! Parmi les illustrations des mondes imaginaires, les cartes tiennent une part bien spécifique, illustrant la sage phrase de Napoléon Bonaparte « Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ». Elles nous offrent en un coup d'œil l'entièreté du monde décrit, nous permettant une immersion instantanée. Générique. Les cartes sont un point important de l'œuvre de Tolkien. Il a lui-même dessiné, si ce n'est esquissé, un certain nombre d'entre elles, et leur adéquation avec la description de son récit constituait une source de réflexion conséquente, si bien qu'il lui est arrivé de vouloir inféoder son récit à la carte publiée, malgré l'erreur de celle-ci. Parlant de la seconde édition à venir du Seigneur des Anneaux, il écrit dans une correspondance « J'ai finalement décidé, où c'est possible et ne cause pas de dommages à l'histoire, de prendre les cartes pour correctes et d'ajuster la narration. » Voyons ensemble les cartes que les Tolkien père ou fils ont publiées. Cette carte est diégétique. Elle est bien sûr sujet d'intrigue dans le Hobbit, mais également dans l'excellent préquel publié dans les Contes et légendes inachevées du Troisième Âge traitant de l'expédition d'Erebor. L'un de ces mystères est l'inscription en lettres lunaires, comme le dit Elrond à Bilbo. Les lettres lunaires sont des runes que l'on ne peut voir que si la lune brille derrière elles, et qui plus est, sous la condition que cette lune soit de la même phase et saison qu'au jour où elles ont été écrites. Ce sont les nains qui les ont inventées, et ils les écrivent avec des plumes d'argent. Celles de la carte ont dû être écrites une veille de solstice d'été, sous un croissant de lune, il y a longtemps. Ce « il y a longtemps », c'est entre 2770, date de l'attaque de Smaug sur Erebor, et 2790, date de la mort de Thror, soit au maximum 171 ans avant que Bilbo ne parte avec les nains. Ah, et au fait, si vous comparez ce texte à la version française de Ledoux, vous pourrez observer une grande magie à l'œuvre, puisque d'un coup de stylo, le croissant est devenu premier quartier. Mais pourquoi? Il ne pouvait pas être aussi nul que ça quand même, si? Notons qu'au final, cette carte n'est pas aussi diégétique que cela, puisque les éléments y sont écrits en anglais, et les runes lunaires sont ici basées sur le système runique anglo-saxon et non sur le système des Cirth comme elles le devraient. Mais faut dire que les Cirth ne seront définis que 20 ans plus tard, durant la rédaction du Seigneur des Anneaux. Cette carte est censée avoir été recopiée par Bilbo Baggins, et pour illustrer ce fait, Tolkien en a donc dessiné une autre copie, moins achevée, mais dont il a tracé les runes lunaires au dos, à l'envers, de manière à pouvoir les lire en mettant la carte devant une source de lumière. Cette copie est orientée nord, alors que l'original est orienté est, comme le veut la coutume naine. Si vous voulez plus de détails, notamment sur l'inscription en elfique qui s'y trouve, j'ai mis quelques sources en description. Le terme « terre sauvage » dit « Wilderland » ou juste « the wild » en anglais est surtout utilisé dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux et désigne une zone géographique relativement floue, globalement synonyme du Rhovanion, bien que ce dernier mot puisse également prêter à confusion. En effet, l'influence politique des rois du Rhovanion s'étend entre la mer de Rhûn et Mirkwood, alors que géographiquement, le Rhovanion est limité à l'ouest par les montagnes brumeuses. Et sur cette carte, on voit clairement le bord de la terre sauvage ou Edge of the Wild, tracé comme un méridien passant par le gué du Bruinen, étendant la terre sauvage à l'ouest des montagnes brumeuses. C'est bien sûr une vision culturelle totalement arbitraire de gens vivant plus à l'ouest. Cette carte est également à placer dans son contexte historique. Elle donne un aperçu des forces politiques de la région au moment de l'expédition d'Erebor, c'est-à-dire en 1941 du Troisième Âge. Attention à la version française publiée dans les traductions de Ledoux, où Éire devient l'air de Carrock, les Woodmen sont estampillés bûcherons sans qu'on leur demande leur avis, et surtout, le plus dramatiquement hilarant, la mention Hobbiton se transforme comme par magie en « les lapins ». Non mais je rigole pas, hein. Regardez. Quand on vous dit qu'il faut se méfier des traductions, son fils Christopher gagnant en âge et en talent, les cartes publiées après le Hobbit seront tracées de la main de celui-ci d'après les esquisses de son père. Dessinée en 1953, cette carte permet une bonne représentation des lieux évoqués au début du Seigneur des Anneaux à la fin du Troisième Âge. Et là encore, la version française de 1972 est ratée, car certains villages n'ont pas l'honneur d'y figurer. Je vous laisse jouer au jeu des 4 oublis si le cœur vous en dit. Il existe une carte plus complète du comté, mais elle n'a jamais été publiée à ce jour, contrairement à la première esquisse de Tolkien père, visible en frontispice du Homicis. Cette carte, représentant la partie nord-ouest du continent nommé Terre du Milieu au moment de la guerre de l'Anneau, est sans doute la plus connue.
Recopiée en 1953 par le fils de Tolkien, elle a accompagné la fin de la rédaction du Seigneur des Anneaux. Christopher dit qu'il a dû travailler dans l'urgence et qu'elle compte quelques erreurs dont vous trouverez la liste dans un lien en description. Pour la publication du Retour du Roi en 1955, Tolkien, père et fils, ont travaillé d'arrache-pied sur une carte détaillant la région des événements relatés dans les livres 5 et 6 du Seigneur des Anneaux. Cette carte n'est cependant pas présente dans la première traduction française. La seconde traduction y remédie et on le remercie. À l'occasion de la publication des Contes et légendes inachevés en 1978, Christopher a d'ailleurs redessiné la carte de 1953, corrigeant les défauts de la première et rajoutant divers lieux, notamment l'île de Himling, anciennement la colline Imring en Beleriand. Mais elle est plus courte au nord et au sud, et il y a eu une inversion des noms Cirith et Kelos, deux rivières du Lebanon au Gondor. Si la première version française des Contes et légendes inachevés a été publiée avec la carte de 1953, la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux intègre la carte de 1978. Là encore, un lien vers un article détaillé vous attend en description. Mais avant l'élaboration de cette seconde carte, une artiste du nom de Pauline Baynes avait travaillé avec Tolkien père pour produire une œuvre reprenant la carte. Et en 2015, on a retrouvé une copie de la carte de 1953 annotée par Tolkien et Baynes dans l'exemplaire du Seigneur des Anneaux de l'artiste, mentionnant diverses informations sur la géographie de cette partie du monde, notamment le rajout de diverses forêts au nord-ouest des Montagnes Blanches. La Tolkien Society vous en livre une version particulièrement lisible. À noter que très souvent, les cartes reproduites de cette région omettent l'île de la mer de Hrun, parfaitement distincte sur les premières cartes de Tolkien père, mais peu visible sur celle de 1953. C'est d'ailleurs le cas de la carte de Baynes. Pourtant, cette île est colorée en vert sur la première carte et sur la carte de 1943, elle est marquée comme boisée. Il me semble que ce sont là les seules cartes de cette partie du monde validées par les Tolkien. Il existe plusieurs travaux préliminaires que vous trouverez en description, notamment une qui montre la côte nord du Forodwaith et qui permet de faire un lien précis avec le Beleriand grâce à deux îles, vestiges de ce pays à la gloire passée. Et quelle magnifique transition que voilà! Dans la première carte de la région plus restreinte et centrée sur Doriath, le pays est nommé Broceliand, mais Christopher n'a pas d'explication à fournir sur l'homonymie avec la forêt mythique des légendes arthuriennes. De toute façon, ce nom est vite évincé puisque dès le début des années 30, Tolkien père dessine une seconde carte du Beleriand qui restera son document de référence et le support des éventuelles modifications ultérieures. Christopher a recopié et publié dans le Romy 5 la carte telle qu'il l'a supposée être à son origine et a dessiné la version finale dans le Romy 11. C'est cette dernière version qui a servi de base à Christopher pour dessiner la carte publiée dans le Silmarillion. Mais à cause d'une contradiction de distance entre Menegroth et Angband, entre texte et carte, il a préféré ne pas placer la forteresse de Morgoth présente sur la carte de son père. Si vous avez la bonne édition, les Contes et légendes inachevés du Deuxième Âge s'ouvrent avec la carte de Númenor. Cette carte a été dessinée par Christopher d'après celle laissée par son père, à l'exception d'un détail, l'emplacement et le nom d'un port et de la baie d'Andonié, relativement illisible et mentionné nulle part ailleurs. Vous pourrez vous amuser à vous esquinter les yeux, les deux cartes sont en description, ainsi qu'une hypothèse quant à ce mot. En revanche, j'attire votre attention sur une énième coquille de traduction dans ce premier chapitre traitant de la description de Númenor. Dans le troisième paragraphe, peut-être avez-vous eu la joie de découvrir un nom propre inconnu, non répertorié sur la carte, un mot unique glissé là par Tolkien pour récompenser ses lecteurs les plus assidus et leur permettre de découvrir cette énigme géographique. Qu'est-ce que la tête de Sonfirth ? Non, Sonfirth, c'est une erreur de traduction qu'une élève de 6e n'aurait pas faite, doublée d'une coquille tapuscrite qu'un dactylo débutant aurait pu corriger. Je ne sais pas comment cela est arrivé. D'ailleurs, je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. Après tout, j'ai quand même payé ce bouquin. Enfin non, on me l'a offert. Mais quand même, Sonfirth, c'est juste l'expression his firth, traduit à la truelle et copié avec des moufles. On vous l'a déjà dit, méfiez-vous des traductions. Autre remarque au sujet de cette carte, le nord n'est pas tout à fait vers le haut de la carte comme il est coutume de le placer. Vous l'aurez compris, avec cette première vidéo, on entame une nouvelle thématique qui traite de géographie. Et vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Mais maintenant qu'on a abordé les cartes les plus familières, on va pouvoir prendre de la hauteur pour tenter d'observer le monde dans son ensemble. Et si vous pensez que cette vidéo vaut bien un applaudissement, Namarie, Akenavo.